Eh bien, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel échange. Aujourd'hui, j'accueille Arthur, avec qui on va parler de préparation mentale. Arthur, écoute, je suis ravie de t'accueillir ici. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé en plus, donc je suis trop contente d'avoir cet échange avec toi. Surtout que la PM, moi, c'est pas du tout dans mon domaine de compétences, donc ça va grave enrichir mes connaissances un petit peu aussi. Donc, je suis trop contente de t'accueillir. Écoute, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais. Et puis ensuite, on pourra commencer à parler de ton domaine de spécialité. Ouais, ouais, super. Écoute, moi je suis aussi super content d'être là avec toi et de pouvoir échanger sur la prépa mentale. Euh, pour me présenter, du coup, je m'appelle Arthur Planck, euh, j'ai 25 ans et je suis préparateur mental et spécialisé dans la gymnastique. En fait, j'accompagne des gymnastes et des entraîneurs dans le milieu de la gym. J'essaye, enfin, ma mission, c'est de leur faire passer un cap grâce au mental. Et je ne sais pas si tu veux que je t'en parle maintenant, mais le sujet du mental, c'est un gros sujet pour moi et j'ai à cœur vraiment aujourd'hui de faire intégrer le mental dans le milieu de la gym. C'est quelque chose qui me porte beaucoup. Toi, tu travailles que dans le milieu de la gym ou tu suis aussi des sportifs d'autres milieux? Ou c'est vraiment que la gym? Moi, je suis vraiment spécialisé dans la gym. J'ai accompagné quelquefois des sportifs dans d'autres sports et ça m'a fait du bien aussi de découvrir d'autres fonctionnements, d'autres façons de penser aussi. Mais aujourd'hui, je me suis vraiment dédié à la gym parce que c'est ma passion et puis je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce sport-là. Donc, je Mm. suis spécialisé dans la gym aujourd'hui. Ok. Et je sais que tu communiques beaucoup sur les réseaux, mais du coup, toi, enfin, tu suis les athlètes en présentiel et en ligne ou que l'un ou que l'autre? Majoritairement, les gymnastes, je les suis à distance. Je fais des accompagnements en distanciel. J'avais un peu la croyance avant que ça allait m'empêcher de faire des choses et au final, pas tant que ça. Je me suis jamais retrouvé limité, en tout cas, dans un accompagnement en distance. Surtout que j'ai un attrait pour tout ce qui est numérique. Donc, si tu veux Mm. créer des contenus, des images, des vidéos, utiliser les moyens numériques qu'on a aujourd'hui, tout ce qui est diaporama, toutes les intelligences artificielles et tout ça, je peux m'en servir pour les accompagnements et j'adore ça et ça donne vraiment une plus-value à mes accompagnements à distance. Donc je me sens pas du tout limité, au contraire, je me sens justement dans une zone où on peut exploiter plein de nouvelles choses à distance et du coup, j'accompagne les gyms à distance. Par contre, je fais aussi des interventions, en présentiel dans les clubs ou auprès, par exemple, des comités de la fédération. Ok, ça, c'est ce que tu as mis en place cette année? Hem J'interviens pour les comités, pour certains comités, ça fait déjà 2 ans que j'interviens, mais c'est quelque chose que j'ai un peu plus développé cette saison, où je souhaite vraiment aller au cœur des clubs et au cœur des comités pour aller, soit former les entraîneurs, soit, intervenir auprès des gymnastes, directement. C'est bien ce que je me disais parce qu'il me semblait que tu m'avais parlé de l'aspect un peu formation et j'avais vu passer deux, trois trucs sur les réseaux sociaux pour l'année qui vient là Ouais. en termes de formation. Donc ouais, effectivement, c'est ça. Ok. Et pourquoi toi, tu t'es tourné vers la PM? Qu'est-ce qui a fait dans ton parcours que tu t'es dit je vais être prépa mentale? Hem, j'ai eu un parcours en tant que gymnaste, qui a été semé vraiment d'embûches, en permanence. Tu vois, j'ai un peu cette image en tête que j'ai un profil quand même où, j'ai certaines qualités, physiques, techniques qui peuvent, me permettre de faire plein de choses dans la gym et ça, je l'ai toujours eu. Mais c'est un peu comme si, j'avais, une bonne voiture, tu vois? Avec un bon moteur, avec des bonnes roues, qui permettaient de bien conduire et cetera, qui permettaient de faire des virages hyper précis et tout parce que je suis très précis dans ma technique. Mais en fait, c'est comme si le conducteur de la voiture ne savait pas la conduire. Et en fait, pour apprendre à la conduire, il s'agissait du mental et j'avais beau avoir toutes les qualités physiques, avoir le bon moteur, les bons pneus et cetera, je savais pas conduire ma voiture et ça m'empêchait de l'exploiter et quand je te dis ça, je vais peut-être parler, directement aux gymnastes, ça leur parlera, mais j'ai eu des blocages sur des acrobaties. Il y a eu des périodes où du jour au lendemain, j'étais incapable de réaliser les acrobaties que je savais faire, sans comprendre pourquoi, sans savoir quoi faire. Et à l'époque, on parlait pas du tout du mental, donc j'avais pas vraiment de solution, ni de personne vers qui me tourner et j'ai aussi eu des grosses problématiques avec le stress.
en compétition. Ça commençait avant la compétition où je me mettais énormément la pression, où je voulais que tout soit parfait. Je n'acceptais absolument pas de rater les semaines précédant la compétition. Et où finalement, j'arrivais le jour J complètement stressé en me disant que j'étais pas vraiment prêt. Et avec bah, tous les symptômes qu'on peut avoir, j'ai eu la totale, hein, c'est-à-dire le cœur qui bat à 2000, les jambes qui tremblent, la respiration coupée, les pensées du genre je suis pas prêt, je vais pas y arriver, ou peut-être même je vais me blesser. Donc évidemment, j'étais pas dans une bonne posture lors des compétitions et ça m'empêchait de profiter. Ça m'empêchait aussi de performer à mon niveau. Et, et tu vois, moi j'ai un parcours atypique du coup où en fait aujourd'hui je concours encore. Et je participe aux compétitions dans la catégorie nationale. C'est la plus haute catégorie qu'on peut atteindre juste en dessous de l'élite. Et tous mes concurrents, en fait, si tu veux, ils ont fait les championnats nationaux depuis leurs 10, 11, 12 ans, tu vois. Et moi, j'arrive à 23 ans dans cette catégorie-là, il y a quelques années, comme une fleur finalement, à 23 ans dans cette catégorie-là, parce que j'ai eu ce parcours atypique qui m'a empêché finalement de concourir sur des compétitions nationales un peu plus jeunes. Et j'ai pu le faire à 23 ans parce que j'ai trouvé des solutions en allant me former justement dans la préparation mentale. Et c'est comme ça que c'est venu, en fait, parce que j'ai eu les difficultés, j'ai été formé à la préparation mentale et j'ai trouvé des solutions pour moi. Je les ai mises en place sur moi et je me suis dit: «Bah, tiens, ça fonctionne». Et après, quand ça m'est arrivé, c'était quand j'étais à la fac des sports, tu vois? Et que j'ai eu quelques cours de préparation mentale, hem, avec, Yancy Dufour. C'est un préparateur mental, qui donne des cours, à l'université à Lille. Et à cette époque-là, j'entraînais aussi des jeunes garçons et je me suis dit: «Bah, tiens, je rencontre aussi les problèmes que moi j'ai eu plus jeune sur les jeunes que j'entraîne» et je me suis dit: «Bah, je vais faire le raccourci, ce que j'ai utilisé moi à 20 ans, je vais essayer de l'utiliser avec eux plus jeunes directement, la préparation mentale» et ça a fonctionné. Et là, je me suis dit que, bah, en fait, il y avait un truc à faire parce que j'étais pas le seul dans ce cas-là, à avoir des blocages, à avoir du stress, à me mettre la pression. Et je me suis dit que si j'avais trouvé des solutions pour moi, je pouvais peut-être aider les autres. Et c'est un peu comme ça que je suis arrivé, du coup, dans la préparation mentale pour les gyms. Trop bien. Comme quoi, notre histoire perso, elle nous sert toujours et c'est souvent ça qui nous amène à ben, faire ce qu'on fait aujourd'hui, tu vois. Moi, je prends le cas, je me suis mise dans la partie réhab où je suis les athlètes de force qui ont des blessures. Ben, en fait, ce qui m'a amené là, c'est parce que bah, moi, j'ai fait de la force et que j'ai eu des blessures et que je trouvais pas de solution et que c'est en rencontrant quelqu'un qui faisait un peu de la neuro, qui faisait des choses un peu différentes de ce qu'on voit globalement, que en travaillant avec lui, bah, ça a marché pour moi, ça a attiré un peu ma curiosité, je me suis formée, j'ai vu que ça fonctionnait, je me suis dit, OK, il y a un truc à faire. Et les athlètes qui galèrent, en fait, je les comprends tellement. Et bah, c'est parce que je suis passée par là et que je me suis formée et que je les comprends que ben, je suis la meilleure personne en fait pour les aider. Donc en tout cas, enfin, ton parcours, il est genre hyper inspirant, je trouve, parce que c'est parce que tu as vécu ce truc que du coup, tu t'en es inspiré, que tu t'es formé, que du coup, ben, aujourd'hui, tu proposes ça, tu vois. Je trouve que enfin, c'est super inspirant ce genre de parcours, je trouve. Euh, pour les personnes, puis même pour moi, euh, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un peu que la prépa mentale? Parce que, comme c'est, enfin, en tout cas, je trouve que bah, c'est pas hyper connu, en tout cas en France, tu vois, on entend énormément parler de préparation physique. La PM, on en entend beaucoup moins parler. Et en Mmh. même temps, j'ai l'impression qu'il y a des grosses idées reçues sur la PM. Moi, tu me parles de la PM, alors. Je suis hyper ouverte et je suis convaincue que la PM est hyper importante, mais pour moi, la PM, ça va être, ça s'arrête à genre de la visualisation et en gros, c'est tout, tu vois. Et je suis sûre que c'est pas que ça. Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est que la préparation mentale, en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça permet, en fait, la PM? Ouais. Bah, pour faire simple, la préparation mentale, c'est l'entraînement du cerveau pour performer. Le préparateur physique va bien souvent, s'occuper du corps, des muscles, des articulations, hem et le préparateur mental, lui, va s'occuper, ben, de tout ce qui se passe au niveau du cerveau. Et ouais, la préparation mentale, c'est vraiment ça. C'est l'entraînement du cerveau et il y a bien cette notion de préparation dans le sens où, ben, comme un préparateur physique, on est là pour préparer l'athlète et donc c'est un travail qui se fait, en amont. Et j'utilise souvent cette expression où moi, en fait, je suis pas, parce qu'on a un peu cette idée reçue aussi que le préparateur mental, hem, n'agit que quand ça va pas.
Or moi, je suis pas un pompier mental, tu vois? Je suis pas là pour éteindre le feu quand ça brûle de partout. Je suis vraiment un préparateur mental et c'est pour ça que, tu le disais tout à l'heure, mais je fais un gros travail de communication sur les réseaux pour sensibiliser à ça, aider à prendre conscience, aux gymnastes et même aux autres sportifs que, ben, le mental, ça se prépare et c'est pas le jour de la compétition qu'on met en place de la préparation mentale. Ça n'a pas de sens. On se prépare pas le jour J. Donc c'est un travail à faire en amont et et non, comme tu dis, c'est pas que de la visualisation. On va travailler en profondeur, notamment sur, ben, finalement, chacun a sa carte du monde, tu vois? Chacun a sa façon de vivre les expériences. L'idée, c'est peut-être d'aller, changer notre carte du monde grâce à la préparation mentale, changer nos façons de percevoir les choses, faire évoluer nos croyances pour qu'on puisse mieux vivre certaines choses par la suite aux entraînements et lors des compétitions. Et il y a un gros travail en profondeur là-dessus, sur les croyances et la perception qu'on a de ce que l'on vit. Et ensuite seulement on utilise les outils pour, mieux faire passer ces choses-là lors de l'entraînement ou lors de la compétition. Mais les outils pour moi sont vraiment secondaires. Il y a un gros travail à faire en amont, sur comment est-ce que je perçois les choses, comment est-ce que je vis les choses. Quel est mon rapport par exemple, avec les entraînements qui sont difficiles, avec les compétitions ratées? Qu'est-ce que ça renseigne chez moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Il y a tout un travail là-dessus et ensuite seulement on met en place des outils pour faciliter, ces choses-là lors de la compète ou lors de l'entraînement. OK. Je sais pas si ma question est la bonne. Excuse-moi si j'ai pas les bons termes parce que, ben, c'est pas du tout mon milieu, mais c'est un peu, enfin, c'est pas ça, mais ça me fait penser un peu à un travail que tu peux faire avec un psy, un peu, non? Ouais, je comprends le parallèle que tu fais et en même temps, je l'ai vécu donc je peux faire le parallèle, tu vois? J'ai aussi été accompagné, par un psy et il y a des choses qui m'ont plu, il y a certaines choses qui m'ont moins plu et qui ont impacté aussi ma façon de faire la préparation mentale. Tu vois? Les choses qui m'ont un peu moins plu chez le psychologue, ben, du coup, j'essaie de pas le faire vivre, chez les gymnastes que j'accompagne. Mmh. Oui, ça peut s'apparenter à un travail qu'on peut faire avec un psychologue. La différence, c'est que le psychologue, il va aussi pouvoir aller dans la zone de tout ce qui est pathologique, toutes les pathologies mentales. Or, le préparateur mental, il faut aussi le savoir, c'est notre limite. En tout cas, moi, c'est une limite que je m'impose. C'est dans ma déontologie, c'est-à-dire, s'il y a une pathologie mentale, je ne vais pas la traiter. Je peux la prendre en compte, évidemment. Je ne refuse pas une personne qui a une pathologie mentale, mais je ne vais pas travailler dessus. C'est pas quelque chose que je suis amené à faire. Donc là, le psychologue, il peut aller, sur cette pathologie-là. Or moi, je n'y vais pas. Par contre, La tu peux différence, elle se fait. excuse-moi. Je disais simplement que la différence, elle se faisait là entre le psychologue et le prépa mental. OK. Par contre, du coup, j'imagine que tu peux tout à fait travailler, entre guillemets, «en collaboration» avec un psy. Genre, je sais pas, imagine enfin, j'imagine, hein, mais tu as un athlète qui a des gros blocages, sur, des acrobaties, des mouvements, qui a un gros manque de confiance en lui, qui découle de, je sais pas, de traumas qu'il a pu vivre quand il était petit. Ben, j'imagine que c'est un travail que tu peux mener un peu de main dans la main avec un psy, si l'athlète, il a ce besoin d'être suivi à la fois en PM et que du coup, ben, il y a un gros blocage lié à ces traumas qui fait qu'il a du mal à évoluer. J'imagine que peut-être travailler avec un psy, ça peut aider? Ouais, totalement et c'est quelque chose que je suis amené à partager, aux parents de l'athlète ou à l'athlète à lui-même s'il est majeur, tu vois? C'est quelque chose que je partage assez facilement. C'est-à-dire que si moi, je me retrouve bloqué à un moment donné où je trouve que c'est pas dans mon champ de compétences, bah, je renvoie vers la personne qui peut le mieux accompagner et et ça arrive bien souvent d'ailleurs que, ben, les gymnastes qui viennent, vers moi ont soit déjà eu un accompagnement psy ou, sont encore accompagnés et ont besoin de quelque chose de plus, spécifique, parce que les psychologues ne connaissent pas tous la gym et c'est un peu une limite qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas, comment ça se passe, quels sont les enjeux, comment est-ce qu'on vit les choses et moi, c'est une difficulté que j'ai éprouvée en allant voir un psychologue, par exemple, c'est de devoir tout expliquer à chaque fois. Bah, en fait, c'est quoi une acrobatie? Comment ça fonctionne? De quoi j'ai peur? Et cetera et du coup, c'est un peu difficile, le discours est un peu moins fluide, si tu veux. Alors qu'avec moi, je comprends directement. Je sais comment se passe un entraînement, je sais comment se déroule une compétition, qu'on a très peu de temps d'échauffement, que ça peut mettre la pression et qu'en même temps, il y a des juges qui te regardent. Tout ça, je le comprends parce que je le vis et donc le discours est beaucoup plus fluide. Mais oui, on peut complètement travailler main dans la main avec un psychologue, un préparateur mental et l'athlète. Trop bien, je vois tout à fait ce que tu veux dire. De toute façon, comme je dis souvent,
Ben, moi, par exemple, en réhab, qui travaille beaucoup avec les RA, ben, j'arrête pas de dire que les RA, c'est pas magique et ça ne se substitue pas à un travail avec un kiné, un kinésiologue. Enfin voilà, tout est complémentaire. Donc, j'adhère totalement à ta vision. Et, du coup, tu parlais d'outils tout à l'heure, sans rentrer dans les détails non plus. C'est quoi les outils que tu vas utiliser en PM? Parce que tu parles de travail sur le cerveau, qu'il peut y avoir de la visualisation, mais qu'il y a plein de trucs en fait. C'est quoi les outils que tu peux utiliser toi en PM pour travailler avec les athlètes? Alors les outils, il y en a beaucoup. Les outils, majoritaires que je peux utiliser, ben, tu en as parlé tout à l'heure, il y a la visualisation qui permet de se représenter du coup les mouvements dans sa tête, ou certains moments ou, certaines, émotions aussi pour se préparer à certains moments de vie. J'utilise aussi, la respiration qui a un impact, direct sur le système nerveux comme tu le sais. J'emploie aussi, des techniques de méditation ou de relaxation lorsqu'il y en a besoin. J'emploie aussi, beh, du coup, maintenant les réflexes archaïques depuis, la formation. Je réfléchis comme ça, mais ce sont les outils en tout cas que j'utilise le plus. Hem, C'est OK, hein, si tu en donnes trois principaux, c'est je bon. réfléchis, mais ce sont globalement ceux-ci et après, il y a des outils où je j'aurais peut-être pas de nom pour les catégoriser, tu vois? Et où en fait, ça part de ce qu'on fait en séance et de ce qu'on discute, sur le travail en profondeur et ensuite c'est de la mise en action sur le terrain, tu vois? De ce qu'on s'est dit sur le travail en profondeur, sur les croyances et cetera. Ensuite, il y a de la mise en place sur le terrain, sur les entraînements, sur la compète, mais j'aurais pas de nom particulier sur ces outils-là. C'est plutôt, ce sur quoi se concentrer ou quoi penser à quel moment, hem, mais j'ai pas forcément un nom d'outil ou une catégorie d'outils, dans lesquels les faire entrer. OK. Et bon, alors moi, je travaille beaucoup avec la respiration en réathlétisation parce qu'il y a un impact énorme sur le système nerveux et puis tout le Mmh. corps. Parce que le diaphragme qui s'attache à 360, en fait, il est lié à énormément de groupes musculaires. Donc, je travaille beaucoup avec ça. Mais toi, avec la PM, tu utilises la respiration. Pourquoi? Est-ce que tu l'utilises plutôt pour avoir un effet sur le système nerveux, le parasympathique ou le sympathique quand il y a besoin? Est-ce que tu l'utilises pour coupler la respiration à de la visualisation? Enfin, est-ce que c'est un ensemble? Est-ce qu'il y a un truc précis que tu fais avec la respiration? Enfin, je ne sais pas si ma question est claire, mais en gros, la respiration, tu l'utilises à quelle fin en PM? Hem, Bah, comme tu le disais, j'utilise à des fins de brancher la personne sur, un système nerveux plus qu'un autre, en fonction de certains moments. Hem, Après, on parle souvent de dans quel but est-ce qu'on fait la respiration et cetera et on imagine que, ben, OK, je suis stressé, alors je mets en place cette respiration-là. Mais, je pense que tu as peut-être, remarqué ça aussi avec les athlètes que tu accompagnes, c'est que très peu de personnes savent déjà respirer, savent mobiliser, les différents canaux de respiration et donc en fait, avant de parler de but et de situations précises dans le sport dans lequel on va l'utiliser, j'essaie juste déjà de sensibiliser à ça et d'essayer de faire comprendre, qu'on peut respirer, différemment que la manière dont on respire, habituellement et d'essayer de faire découvrir un nouveau champ, respiratoire, si je peux dire. Parce que rien que ça, déjà, ça peut faire bouger certaines choses. Donc déjà mettre de la conscience dessus, parce que ça peut aussi être un objet de concentration par la suite, à certains moments de l'entraînement ou à un certain moment de la compétition. Qui plus est, a un impact sur le système nerveux sympathique ou parasympathique en fonction de comment est-ce qu'on la mobilise, mais ça peut être aussi un objet de concentration et donc il y a d'abord pour moi, ce genre de prérequis-là, où, on doit déjà essayer de sortir de notre respiration, originelle, si je peux dire, ou qui nous est imposée par notre système nerveux actuellement. Il y a déjà ce truc-là de sortir de sa respiration habituelle. Et après on peut aller apprendre à mobiliser des respirations, différentes en fonction des moments, pour atteindre certains états. Et là, je te parle de choses très spécifiques et c'est des choses que je fais avec, des gymnastes que j'ai déjà accompagnés, hem et qui ont déjà découvert le champ des possibles au niveau de la respiration, qui savent déjà mobiliser leur diaphragme, si tu veux. Et
Et avec des plus grandes, avec les plus jeunes, j'utilise plutôt des relations avec des images, tu vois, comme par exemple, tu vois, avec les toutes petites, parce que j'accompagne des gymnastes qui ont parfois 10 11 ans. Ben, là, c'est un peu compliqué de parfois parler de diaphragme, etc. Du coup, pour simplifier les choses, je donne des images qui, du coup, les forcent à respirer d'une telle manière et qui provoquent qui provoquent ce que je veux, en tout cas au niveau de leur diaphragme. Je sais pas si tu comprends, mais si je leur demande, il y a cet exemple-là qui est simple, mais imagine que tu dois inspirer par le nez et que tu dois sentir des roses qui sentent très bonnes. Tu respires à fond, et ensuite tu dois souffler comme si tu soufflais sur des bougies, tu vois? Ben, ce genre d'image fait que sans prendre conscience exactement du mouvement du diaphragme, il y a quand même un bon mouvement qui s'installe, tu vois? Et avec les plus jeunes, c'est des images que j'utilise pour mobiliser une respiration différente. Trop bien. Putain, c'est ouf parce que, en fait, là, quand tu le détailles plus, en fait, tu es un PM, mais tu touches aussi au physique parce qu'en fait, la respiration, c'est énormément physique et tu Ouais. tâches au prérequis de savoir respirer ben, correctement, tu vois, en dehors d'une respi imposée par le système nerveux. Donc, c'est ouf parce que c'est vrai que, bah, tu vois, moi, je suis pas allée en profondeur dans la PM, c'est quoi et tout, donc j'ai un peu les idées reçues de tout le monde, je pense, tu vois, en mode la PM, c'est de la visualisation et c'est tout. Mais en fait, c'est vrai que là, quand on parle et quand tu rentres un peu plus dans le détail de l'outil de la respi, en fait, bah, je sais très bien que tout est lié, mais là, encore une fois, ça me le prouve, tu vois. Tu travailles avec le physique, parce que respirer, ben, c'est clairement du mouvement physique. Tu travailles avec le physique pour avoir un impact sur le mental. Donc, c'est ouf. En fait, je pense qu'on ne s'imagine pas, mais c'est un travail hyper complet, hyper en profondeur, tu vois. Enfin, je trouve Mmh. ce que tu m'en dis, c'est ce qui ressort, en tout cas. Mm. Tu parlais tout à l'heure, du coup, ben, tu parlais des réflexes. Toi, tu as fait ma formation et mon séminaire sur les réflexes archaïques. Est-ce que tu peux m'expliquer, du coup, ce que ça t'a apporté dans la PM, les RA? Est-ce que ça t'a apporté déjà un peu une autre vision quand tu t'es intéressé aux réflexes archaïques? Et peut-être oui, peut-être non. Et en tout cas, comment tu les utilises dans la PM? Parce que tout à l'heure, tu me disais que tu utilisais les RA dans l'APM et je suis un peu curieuse de savoir ce que tu as fait de cette formation avec moi, du coup. Ouais, ouais. Alors déjà, avant de faire la formation avec toi, j'ai très peu de connaissances sur les RA, à part avoir lu un ou deux bouquins, j'en savais trop rien. Donc, j'ai vraiment découvert les RA ou en tout cas la mise en application de comment est-ce qu'on peut aller toucher au RH chez la personne avec toi. Et si tu veux, tout à l'heure, je te disais qu'on menait un travail en profondeur sur les croyances, les perceptions sur notre carte du monde, la façon dont on vit les choses. Et ce travail-là, pour moi, il est essentiel. Et parfois, en travaillant sur ces croyances-là, ces perceptions-là, euh, la personne, elle peut être OK quand on est dans la séance ensemble où on discute, elle peut être OK avec les idées, avec les façons de percevoir les choses. Et malgré tout, pendant qu'elle vit les choses dans la situation de l'entraînement ou de la compétition, ça ne se passe pas aussi bien que ce qu'on s'était dit lors de la séance. Et donc, il y a un peu ce décalage entre, oui, ma croyance a bougé, je vois les choses autrement, mais quand bien même, quand je le vis sur le moment, c'est toujours pas agréable. J'arrive toujours pas à changer d'un point de vue émotionnel, si tu veux. C'est comme si la conscience avait eu un temps d'avance en se disant: «C'est OK de rater», mais quand je rate, je suis toujours pas OK, en fait. Et du coup, ben, pour moi, les outils sont justement là pour aider à mettre en application et à faire vivre ce qu'on a changé au niveau des croyances et des perceptions, tu vois? Et les RA, pour moi, ça a été un peu un truc entre les 2, entre la situation où on va creuser les croyances et tout ça et la situation où je vis vraiment, les choses sur le terrain. Ben, parfois, il y avait comme un mur entre les 2 et ce mur-là, ça pouvait être les RA. C'est comme ça que je le vois et donc des fois, ça vaut le coup avec les gymnastes, bah, d'aller ouvrir cette porte des RA pour faire, passer le chemin un peu plus facilement et faire vivre les choses, plus facilement et du coup, c'est comme ça que, en tout cas, j'utilise les RA, c'est comme une porte d'entrée, tout comme je pourrais utiliser la porte d'entrée de la respiration ou bien de la visualisation, mais parfois, c'est la porte d'entrée des RA qui est à ouvrir tout d'abord. Mm. Et comment euh, pourquoi c'est l'apport des RA que tu ouvres parfois et pas une autre? Hem, la porte des RH, je l'ouvre quand je ressens
enfin, quand je ressens, quand je remarque un ensemble je sais pas si je peux dire un ensemble de critères, Mhm. mais de choses qui touchent la personne à la fois dans le point de vue émotionnel et aussi dans la sphère ben, motrice. En fait, la sphère motrice, pour moi, elle m'indique des choses. Et tu vois, quand la gymnaste, lors de l'entretien, elle me dit qu'elle a peur de faire tout ce qui est, toutes les acrobaties en arrière, que dès qu'elle fait les acrobaties en arrière, je lui pose des questions et qu'en fait, à chaque fois, elle est obligée de tirer la tête pour aller voir ce qui se passe derrière et que en fait, elle est jamais à l'aise et qu'il lui faut toujours quelqu'un qui la tienne à côté pour qu'elle soit rassurée et cetera. Et qu'en même temps, quand quelqu'un la touche, elle est pas non plus totalement rassurée parce qu'elle aime pas qu'on la touche. Enfin bref, tous ces signes-là, tu vois, ils me disent: «Ah, il y a peut-être un truc à aller checker sur les RA». Et quand j'ai un peu toutes ces infos-là dont elle m'a partagé, oralement, verbalement, ben, après je vais checker ça, ben, parfois sur un petit testing et ensuite, ben, souvent le test montre, enfin, confirme ce qui a été dit, oralement et là du coup, bah, je décide d'ouvrir la porte, des RA avec elle. Trop bien. En fait, ouais, tu travailles vraiment sur, donc tu vas utiliser tes outils de PM traditionnels, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas en dehors des RA. Et si tu vois que ça suffit pas, qu'il y a des blocages un peu plus internes, on va dire, là, tu vas pousser la porte des RA, c'est ça? Ouais, pour moi, ouais, ouais, c'est un peu ça, c'est-à-dire que j'ai mes outils et j'ai ma façon de faire qui, honnêtement, fonctionne avec la majorité des gyms que j'accompagne, mais parfois, comme dans tout professionnel, il y a des athlètes que tu accompagnes et avec lesquels tu te retrouves bloqué, tu vois? Et là, moi, j'essaie d'aller chercher, ben, du coup, les voies secondaires par lesquelles je peux passer parce que, ben, je suis pas non plus un expert des RA, tu vois? Donc c'est pas la toute première chose que je fais, avec les gyms que j'accompagne. Et puis ça a son intérêt aussi de pas commencer par ça avec les gyms que j'accompagne quand elles viennent voir un préparateur mental, tu vois? Dans l'idée qu'elles se font de la prépa mentale, il pourrait y avoir une dissonance entre: «Ah, il me fait faire des testings, physiques alors que c'est le prépa mental». Enfin, tu vois? C'est aussi, une façon d'être, cohérent avec ma façon de procéder et l'image qu'on a aussi du préparateur mental. Mais du coup, ouais, je peux carrément aller, exploiter cette porte-là, quand je vois que plusieurs portes ont été ouvertes et que ça débouche pas sur quelque chose sur le terrain. C'est trop bien. Est-ce que tu sais si, bon, déjà les RA et la neuro de manière un peu globale, c'est pas hyper connu en France, tu vois, Mmh. actuellement. Bon, on commence à en parler de plus en plus et c'est trop cool, mais c'est pas encore hyper connu. Est-ce que tu sais si en PM, donc avec les collègues, les connaissances que tu peux avoir, il y a ce genre d'outil qui est utilisé ou pas? Au niveau des RA du coup et de Ouais. la Hem, je pense qu'il y en a quelques-uns que je vois sur les réseaux, mobiliser, heu, des choses au niveau de la neuro et des RA, mais c'est pas du tout encore, systématique et c'est pas du tout, enfin moi j'en ai jamais entendu parler avant ta formation, tu vois? Donc et c'est arrivé assez tard. Je pratiquais déjà la préparation mentale depuis, 1 ou 2 ans, tu vois? Et même plus si on compte, les années de formation. Donc et c'est des choses qui ont même pas été, évoqué lors de mes formations. On m'en a jamais parlé. OK. Bon après de toute façon c'est encore, enfin c'est tellement peu connu en France, alors que tu changes de pays, tu vas je sais pas genre, au Canada, tout le monde est là en mode: «Bah oui, la neuro, les RA, c'est la base, tout le monde est au courant de tout». En France on est, assez en retard sur ça. Mais OK, en tout cas, c'est trop bien parce que, bah, ça me fait penser, petite anecdote, il y a une athlète de gym qui était venue me voir. Alors pas pour améliorer sa gym, mais parce qu'en fait, elle avait des tensions au niveau des cervicales et souvent des tensions déjà au niveau du dos. Donc on travaille ensemble et tout. Elle vient me voir pour un bilan et puis là, je la teste, elle faisait de la gym, elle avait un moro énorme, elle avait un RTAC, un nombril, mais vraiment le moro, il était énorme et j'étais en mode: «Mais tu as vraiment choisi le bon sport, ma cocotte, c'est incroyable, bravo!» tu vois? Mais je trouve ça trop, trop, trop cool parce qu'on a travaillé ensemble sur ça, sur ces, restrictions au niveau des cervicales, sur les tensions qu'elle pouvait avoir au niveau de son dos et c'est pour ça qu'elle est venue me voir. Donc on a travaillé ensemble, donc on a fait le bilan machin neuro, on a travaillé sur les RH, je lui ai donné des, exos un petit peu de réathlétisation parce que ça l'empêchait un peu de bouger correctement et tout. À la base, elle est venue me voir pour ça et quelques mois plus tard, à la fin de notre suivi, en fait, enfin, progressivement, mais en tout cas, à la fin, elle m'a fait part que bah, les tensions n'étaient plus là, mais que surtout, elle m'a dit, ouais, je sais pas trop, mais ces mouvements-là, comment ça s'appelle? Un flip, je crois, quand tu pars en arrière.
Hmm. En gros, elle me dit, ouais, sur mon flip, je suis de plus en plus à l'aise, ça va beaucoup mieux. Et pour me mettre en ATR, je sais pas si Ouais, on a... ouais. c'est ça. Pour me mettre en ATR, j'ai beaucoup moins d'appréhension, c'est plus fluide et tout. Et en fait, bah, à la base, elle venait pas me voir pour améliorer ses acrobaties, elle venait me voir pour ses tensions. Mais en fait, le fait d'avoir travaillé sur ben, le système nerveux, d'être venu travailler sur la base, ben, en fait, ça a amélioré plein de trucs en plus, tu vois. Et je trouve ça Hmm. trop cool de travailler avec ça parce que, tu vois, genre, t'as beau t'acharner à vouloir faire un mouvement encore, ben si il y a une insécurité qui est perçue par ton système nerveux, ben ça va jamais être optimal. Tu vas compenser, tu vas stresser, tu vas avoir des tensions, tu vas pas y arriver, ça va te stresser encore plus. Et du coup, je trouve ça super intéressant de travailler avec ces outils que sont les RA pour vraiment redonner la capacité au système nerveux bah, en fait, d'être en sécurité et de nous donner accès à notre plein potentiel. Et je trouve ça trop cool que dans la PM, en fait, tu puisses faire le lien aussi parce que, bah, tu sais, les RA, il y a un impact sur les sphères physiques, mais aussi cognitives et émotionnelles. Et je trouve ça trop cool que toi, tu aies pu faire le lien. Alors, certes, tu as fait ma formation et on a parlé du lien avec l'émotionnel et tout, mais je trouve ça trop cool que tu aies vraiment exploité encore plus ça et que tu l'aies fait un peu avec ta vision des choses dans la gym, tu vois. Parce que je pense que c'est vraiment en travaillant, et là je parle pas des RA, tu vois, mais je parle vraiment du système nerveux. Il y a plein de portes d'entrée différentes, mais c'est vraiment, je pense, en travaillant sur le système nerveux et bah, le niveau de sécurité qu'il va ressentir, que du coup, on va pouvoir donner accès à nos athlètes, à leur plein potentiel, à la fois physique, mais aussi émotionnel, enfin mental, comme tu le fais en PM. Et je trouve ça trop cool. Et je trouve ça ouf que en France, on soit encore un peu en retard sur ça, tu vois, sur plein de trucs de cet aspect-là. En tout cas, je trouve ça trop bien, le travail que tu as pu faire et que tu as pu t'approprier les RA à la gym. Ça, c'est trop bien. On- J'ai une question parce que tout à l'heure, tu disais que tu travaillais euh, essentiellement en ligne, enfin en présentiel, mais aussi en ligne. Alors, je sais que tu m'as déjà envoyé un peu des vidéos et tout, notamment une fois, tu m'as fait un retour assez ouf d'un testing que tu avais pu faire en vidéo, que tu l'as fait plusieurs fois, et j'étais en mode, ah ouais, il y a vraiment un gros truc à faire. Mais du coup, comment est-ce que tu fais quand tu pousses la porte des RA et que tu es, en ligne? Comment tu abordes ça? Bah, comme je te le disais, déjà, il y a pendant la période un peu d'entretien ou lorsqu'on échange, euh, moi, je repère certaines choses qui font écho à des RA et je me les note et je me dis, bon, bah, du coup, ça me donne des pistes sur les RA peut-être à aller checker. Euh, une fois que je repère un peu les RA un peu prédominants, parce que l'idée, c'est que j'inclus, si tu veux, les RA dans mon accompagnement de PM et c'est pas un accompagnement sur les RA avec un petit peu de PM, tu vois. Donc, je check pas non plus tous les RA et tout ça. Donc, je me cible un peu sur les RA qui peuvent être problématiques et qui peuvent bah, fermer la porte à double clé, tu vois, à double tour. Et du coup, je sélectionne un peu les RA qui sont un peu les plus problématiques. Et en fait, il y en a qui reviennent généralement, tu vois, dans la gym. Ou en tout cas, il y a des RA qui vont être plus dérangeants dans la gym. Je pense à celui du Moro, tu vois. Celui du Moro qui est très pénible pour les gyms parce qu'il peut soit emmener sur un schéma d'extension, on est tout le temps en train d'aller tirer la tête et regarder ce qui se passe derrière. Et ça, ben, ça cause des difficultés techniques ou dans le schéma de flexion et où en fait je me renferme et je vois absolument pas, du coup, j'ai absolument pas de repère visuel sur les éléments que je suis en train de faire. Et donc il y a un peu ces deux cas de figure là. Bon, après évidemment c'est un continuum, mais je donne les deux extrêmes. Et on a le RTAC aussi qui peut causer des gros problèmes lors des rotations aussi parce qu'il y en a plusieurs qui, pendant les saltos ou des choses comme ça, ont la tête qui se tourne et qui, du coup, ont des difficultés quand il s'agit d'apprendre les tours sur soi-même, tu vois, ce qu'on appelle les vrilles. Ça peut causer des soucis là parce qu'on utilise nos bras et en même temps la tête et il faut savoir dissocier les choses. Et donc, c'est un peu compliqué à ce niveau-là si le réflexe est toujours présent euh, et n'est pas réintégré. Et du coup, une fois que j'ai repéré les réflexes qui seraient à aller travailler, ben, du coup, je fais toujours un petit testing alors adapté, vu qu'on est à distance. Tu vois, sur le test du Moro, par exemple, où on laisse tomber la personne, ben, je ne vais pas la laisser tomber toute seule. Je ne lui demande pas de se laisser tomber toute seule chez elle. Alors, soit, du coup, ben, je lui explique comment est-ce qu'on fait avec quelqu'un d'autre et je lui demande de se filmer, soit
on adapte avec un petit test, ben, comme j'ai pu le faire une autre fois sur, par exemple, un roulé en arrière, tu vois. On fait ce genre de test adapté en ligne où on peut le faire en autonomie et où moi je regarde via le visio et je regarde plusieurs fois la vidéo, etc., pour repérer les signes. Et une fois que c'est fait, du coup, bah, on met en place des petites routines en fait avec de la motricité adaptée à, à ce réflexe pour remettre en sécurité sur les mouvements du réflexe finalement, avec des mouvements simples et sur laquelle, pour moi en tant que prépa mental, c'est hyper important que j'arrive à poser un cadre dès le départ. Parce que si tu veux, les gymnastes avec lesquels je travaille, dans le milieu de la gym, on te demande toujours de faire les mouvements en étant gainé, en étant solide, en étant, très précis. Or là, sur le travail des RA, la façon dont je l'approche, c'est, on est là pour être en sécurité, on n'est pas là du tout pour être contracté dans tous les sens et être absolument le plus gainé possible et le plus optimal dans le mouvement. On est vraiment là juste pour mettre le système nerveux en sécurité, tu vois? Et donc il y a un gros travail en amont pour moi de faire déconnecter la personne de tout ce qu'on a pu lui dire dans la gym, sur la réalisation d'exercices et sur là, ce que je vais lui demander. Parce qu'en fait, ça peut paraître simple pour certaines personnes de se laisser rouler en arrière, mais pour les gyms, ben, elles ont une façon de rouler en arrière, il y a des choses qu'on leur a inculquées, on leur a toujours dit qu'il fallait faire comme ça. Et donc il y a un gros cadre à poser, si tu veux, avant de faire ces exercices-là. Et ça me fait penser aussi au bercement, tu vois? Où les bercements sur le dos, ben, une gymnaste, tu lui demandes de se mettre sur le dos, automatiquement, elle va te rentrer le ventre, plaquer le bas du dos contre le sol, hem, contracter ses abdos, contracter ses fesses, tendre les jambes, contracter les cuisses. Or là, si on veut faire un bercement qui soit efficace et qui soit, comment dire? Si je tire un peu les extrêmes, qui soit plus reposant que contractant, c'est pas vraiment les bons termes, mais je pense que tu as compris. Hem, Bah, en fait, il y a tout un cadre à poser avec les gyms, tu vois? Et que je leur explique bien que c'est OK, en fait, d'avoir un creux dans le dos et qu'on n'est pas là pour être aligné parfaitement avec le sol, mais on est là pour se relâcher et il y a tout un cadre à poser et voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, je crois que j'ai un peu divagué, mais Si, si, tu as tout à fait, tu très bien répondu à la question et ce que tu dis, c'est ultra pertinent et c'est trop bien que tu le dises parce que faut vraiment faire le distinguo entre, pour le coup, le pattern sportif qui a été ancré par la personne parce qu'elle l'a appris et la posture dans laquelle elle va être parce qu'en fait, elle n'a pas le choix, tu vois. Je prends un exemple. Alors, au tout début, donc j'étais pas du tout dans les RA et tout. Au tout début, où je faisais prépa physique. J'avais travaillé avec un boxeur qui boxait depuis longtemps et tout. Et en fait, tu vois, il était très fermé ici. Mais en fait, c'est un mec qui boxait depuis des années et des années. Et en fait, il était très dans la flexion parce il avait extrêmement appris à être dans cette posture-là pour la garde. Et c'est un mec qui boxait énormément. Et du coup, il y a des gens qui, en voyant ça, pourraient se dire, ah, il y a peut-être un Moro, alors que absolument pas. C'est juste que c'est un pattern qu'on lui a appris. C'est une posture dans laquelle il se trouve parce que dans la prépa physique, eh ben, on a travaillé des chaînes plus que d'autres, etc., pour qu'il soit efficient. Et donc, ce que tu dis, c'est ultra pertinent. Il faut vraiment faire le distinguo entre le pattern qui a été appris pour que tu sois performant dans ton activité et la posture dans laquelle tu te trouves parce que tu n'as pas le choix et que c'est un pattern réflexif parce que c'est inconscient et c'est géré par le système nerveux. Donc ça, c'est ultra pertinent que tu le dises. Et effectivement, c'est un gros travail. Il ne s'agit pas juste de regarder une personne et se dire, ah, lui, il se tient comme ça, du coup, il a ça. En fait, tu peux te tenir d'une manière X pour plein de raisons différentes, tu vois. Donc, c'est hyper pertinent que tu dises ça. Euh, J'avais juste en tête parce que tu m'avais fait part d'un test que tu avais fait sur le Moro à l'époque où tu avais pris l'exercice du rolling, tu sais, où la personne se laisse tomber en arrière. Et je me souviens que j'avais trouvé ça ouf et j'arrête pas de dire que c'est pas parce que tu maîtrises un exercice que la compétence derrière, tu l'as acquise. Et ce que tu fais avec les gyms, ça en témoigne de ouf, je trouve, parce que tu as des gyms qui apprennent à faire des mouvements, qui apprennent à se jeter en arrière, en avant, etc. Et qui apprennent l'exercice-là. Mais pour autant, quand tu les sors de ce pattern de gym et que tu leur demandes juste de se laisser tomber en arrière, bah là, il y a plein de trucs qui émanent, notamment le test que tu m'avais envoyé. Il y avait une grande ouverture et tout, c'était incroyable. Et en fait, c'est ouf parce que
Bah, on voit vraiment avec ce que tu me dis et ce que tu fais en gym que tu peux maîtriser un exercice au maximum parce que tu l'as appris, appris, appris. Et pour autant, c'est pas pour ça que tu vas avoir les capacités totales derrière de faire cet exercice sans compenser et sans être en insécurité, tu vois. Alors, je me permets de rebondir, mais tu vois, cette gymnaste-là qui, donc, pour ceux qui ne savent pas, là, il y a peut-être des gyms qui écouteront, mais l'exercice du rolling, c'est simplement, en gros, pour faire simple, c'est ce qu'on appelle à la gym parfois des culbuto, où genre tu es assis sur tes fesses et tu te laisses rouler jusqu'à la nuque et tu reviens assis sur tes fesses. C'est des fois ce qu'on fait à la fin des étirements en entraînement de gym. Et cette gymnaste-là, sur un rolling, elle avait vraiment tendance à partir sur un schéma d'extension en levant la tête et tout ça. Alors même qu'à l'entraînement, elle savait faire des flips sur la poutre, quoi. Enfin, je veux dire, elle sait se lancer sur les mains, en arrière, à 1 mètre de haut, sur une poutre de 10 centimètres. Enfin, je veux dire, c'est pas anodin. Et pourtant, sur un exercice aussi simple que se rouler par terre, ben, il y avait des réflexes qui s'engageaient et qui montraient qu'elle n'était pas totalement prête, en fait, à aller en arrière. Et ça montre bien que ben, elle a développé le côté gymnaste et elle a été peut-être très disciplinée pour écouter ce que les entraîneurs lui ont demandé et elle a peut-être été aussi très disciplinée envers ses objectifs parce qu'elle voulait atteindre ces objectifs-là. Par contre, l'être humain derrière, on s'en est peut-être pas assez occupé. Et ça, pour le coup, ça pose souci parce que ça veut dire qu'à l'entraînement, elle est peut-être pas capable de répéter autant de fois que les autres son flip arrière. Parce que chaque flip arrière va lui demander de lutter contre ses réflexes, lutter contre ses peurs. Et quand on soulève ça, bah, c'est beaucoup plus simple de s'entraîner. C'est beaucoup plus fluide. Ça demande beaucoup moins d'énergie. Ou en tout cas, l'énergie, on peut la placer au bon endroit et on n'est pas dans de la lutte. Et c'est en ça où les RA, ils peuvent s'employer dans la préparation mentale. Parce que bah, ça donne beaucoup plus confiance, en fait, si j'ai moins besoin de lutter à chaque fois que je suis sur la poutre, quoi. Je peux répéter plus, m'entraîner plus et donc performer mieux. C'est une belle phrase, franchement, tu as résumé le truc hyper bien. Est-ce que, pour en revenir plus globalement à la PM, est-ce que tu vois, moi là, ben, je connaissais un peu la PM, mais pas plus que ça, j'avais un peu des clichés en parlant avec toi. En fait, je me doutais déjà du truc, mais en fait, je me rends compte vraiment que c'est un truc incroyable où tu utilises vraiment les RA à la gym, la respi à la gym. En fait, tu fais du travail physique pour faire du travail sur le Mmh. mental, donc c'est extrêmement complet. Est-ce qu'il y a des... C'est quoi les idées reçues que les gens peuvent avoir sur la PM un petit peu, qui traînent un peu partout? Bah, il y a une grosse idée reçue quand même que, hem, il faut que j'aille voir un PM que s ou en tout cas, si je vais voir un PM, c'est que j'ai un problème. Il y a un peu ce truc-là de un peu comme la connotation des psychologues, tu vois? C'est que si je vais voir un préparateur mental, c'est que j'ai un problème et bon, là-dessus déjà, est-ce que c'est un problème d'avoir un problème finalement? Et parce que ce problème-là, finalement, peut être, la source justement d'un challenge et de ressources que tu vas développer, donc c'est peut-être pas, tant un problème comme on l'entend et encore plus si tu vas avoir un prépa mental qui va t'aider à tirer des ressources de ce problème-là. Du coup, c'est peut-être pas un problème d'avoir un problème et en fait, non, c'est pas que pour les athlètes, qui rencontrent des problèmes, dans le sens où, ben, tu peux être tout à fait, alors je vais employer des termes, j'aime pas trop ça, tout à fait normalement constitué. Enfin, je veux dire, tu rencontres pas de grosses problématiques, c'est-à-dire, tu te sens pas forcément totalement freiné dans ta pratique au quotidien. Néanmoins, comme je le disais tout à l'heure, à un moment donné, quand tu es sur une poutre de 10 centimètres à plus d'1 mètre de haut, face à des juges qui regardent les moindres faits et gestes que tu réalises, face à un public des fois de plus de 1 000 personnes avec une musique assourdissante et toute une équipe qui compte sur toi pour ramener la note, et ben, c'est pas tout à fait anodin pour le cerveau. Il a besoin d'être prêt à ça. Et parce que surtout dans la gymnastique, on est beaucoup, 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 beaucoup tourné sur le faire et que personne s'occupe du être derrière. On nous demande tout le temps de faire des choses, mais on développe pas le être qu'il y a derrière. Et ça, bah, au bout d'un moment, on peut s'y perdre parce qu'on peut faire des choses qui sont plus du tout raccord avec notre être. Et c'est là où parfois on peut se poser des questions sur notre pratique, sur est-ce qu'on aime vraiment la gym? Et on n'est plus du tout raccord sur comment est-ce qu'on vit notre passion finalement. Et donc, bien que tu ne sentes pas qu'il y a un problème maintenant, il y en aura peut-être plus tard si tu travailles pas sur le mental à un moment donné ou à un autre. C'est trop bien. J'adhère, mais fois 1000 à ce que tu dis. Et c'est un truc que je dis, tu sais, les coachs qui sont dans le mentorat, qui suivent toutes mes formations et que j'accompagne un peu à avoir
un business qui marche et qui puisse mettre ce qu'ils apprennent en application. Je parle souvent de l'être et du faire. Et pas plus tard que hier, je parlais avec une personne du mentorat et je lui disais que fixer tes tarifs, trouver tes clients, faire ton offre, etc., tu peux trouver tout ça sur le net. Et c'est simple, en fait, mais tant que toi, tant que ton être, en fait, il sera pas aligné, tant que tu auras des blocages, que tant que tu auras des choses limitantes, tant que ton être, en fait, il sera pas à 100% optimal, on va dire, tant que tu auras des blocages, tant que tu n'auras pas conscience de tes forces, de tes faiblesses, de ta valeur, etc., ben, tu pourras faire tout ce que tu veux, en fait, pour avancer. Il se passera rien de significatif parce que ben, ce que tu es toi, ça a un impact énorme sur ce que tu fais, en fait. Et ça, on le retrouve, bah là, je prends l'exemple du business parce que j'en parlais hier, mais tu le retrouves partout. Et dans les sports, donc dans la gym, comme tu le dis, on le retrouve, mais dans tous les sports, en fait, si t'es pas, si l'être, on s'en occupe pas, le faire, derrière, il suit pas. Et c'est un truc de ouf que, et peut-être que toi, tu as un avis sur ça. Euh, Pourquoi, selon toi, s'occuper de l'être, en tout cas, on va dire la PM, c'est pas énormément développé en France? Qu'est-ce qui manque? Pourquoi? C'est pas, pourquoi on n'en parle pas autant? Mais alors moi, j'ai jamais entendu autant parler de la PM que depuis que je te connais toi. Mais sinon, autour de moi, je n'entends pas du tout parler de PM, tu vois. Et pourtant, quand on parle, on se rend compte que c'est tellement important. Et est-ce que tu as une idée de pourquoi, en fait, on n'en parle absolument pas de la PM? Je pense que c'est en partie parce que la performance aux yeux des gens, elle passe majoritairement par le physique et que peut-être le travail mental est moins tangible et se voit moins. Tu vois, tu travailles sur ton physique, tu as les muscles qui grossissent, si je fais très simple. Tu travailles sur ton mental, bah, tu vois pas les gens qui ont travaillé sur le mental avec un énorme cerveau, tu vois. Et je pense que si on voyait les gens qui ont travaillé sur le mental avec un énorme cerveau, peut-être qu'on se dirait, ah tiens, lui, il a un gros cerveau, il a réussi à faire une compète. Ah ok, ça vaut le coup de travailler le mental. Mais comme ça ne se voit pas, c'est peut-être un peu moins tangible et du coup, euh, ben, les gens se tournent moins là-dessus. Et il y a aussi le fait que, enfin, moi en tout cas, je l'ai vécu et on m'en a pas du tout parlé, moi, quand, enfin, c'était, on savait même pas ce que c'était. Enfin, la prépa mentale, moi, quand j'étais gym plus jeune, vers 10 11 ans, enfin, j'en ai jamais entendu parler avant d'arriver à la fac aux alentours de mes 20 ans, quoi. Donc, c'est quelque chose aussi dont on parlait pas du tout. Et moi, je viens du milieu de la gym où enfin, le mental a été bafoué dans tous les sens pendant des années et des années. Et on commence seulement à évoquer le sujet, tu vois. C'était Hmm. pas du tout une question, en fait, le mental. La question, elle était sur le résultat. Point. Je te rejoins assez sur ça. L'avis que j'ai sur le fait qu'on ne s'occupe pas assez de l'être, c'est que en fait, c'est pas palpable. T'as pas un résultat mesurable et observable là. Et c'est vraiment un truc interne et du coup, c'est moins vendeur. Et en plus, c'est un truc qui se fait, selon moi, sur un terme long. Tu vois, comme tu disais, tu vas pas forcément voir un PM pour éteindre le feu. T'es pas un pompier mental, tu as un prépa mental, donc ça se prépare. Et je te rejoins assez, l'avis que j'ai sur ça, c'est que comme c'est pas palpable et que c'est un travail de fond, en fait, les gens, ils y vont pas parce qu'il n'y a pas de résultat quantifiable de suite et qu'en plus, il faut s'investir, tu vois, t'as pas un résultat au bout de un jour, tu vois. Donc, je te rejoins assez sur ça. Tu penses que la l'APM, elle va se développer avec le temps, en tout cas en France? Bah, si tu prends l'exemple des JO, par exemple, on en a beaucoup entendu parler en 2020, enfin 2021, du coup, avec Simone Biles, qui a, je sais pas si tu as suivi, mais donc c'est la plus grande gymnaste actuelle et même, je pense, de tous les temps. Je peux m'avancer là-dessus, et où elle a décidé de se retirer de la compétition euh, suite à, suite à un mouvement qu'elle a réalisé pendant la compétition et sur lequel elle s'est complètement perdue. Et où elle a parlé directement de santé mentale et de comme quoi c'était important de prioriser son mental avant toute chose. Et donc en 2020, on en a pas mal entendu parler. Et là, pendant les Jeux de 2024, bah, c'est revenu plein de fois par les commentateurs, mais dans différents sports, comme quoi c'était lié au mental. Et de toute manière, bah, chez les athlètes de haut niveau, on va en entendre parler de plus en plus parce que on atteint des niveaux physiquement où enfin, où tous ceux qui arrivent aux Jeux Olympiques, sur des championnats du monde, etc., physiquement, c'est tous des bêtes. Et après, ce qui fait la différence le jour J, c'est aussi comment est-ce que tu vis le jour J.
comment est-ce que tu vis la pression, comment est-ce que tu vis, comment est-ce que tu te prépares mentalement, tout simplement. Et ça, pour ça, faut être préparé mentalement, faut être raccord sur son être, et cetera. Hem Et je pense qu'on va en entendre, parler, oui. En tout cas, moi, j'en entends de plus en plus parler. Après, c'est parce que je baigne dedans et aussi que je donne et je partage beaucoup là-dessus. Donc je pense qu'il y a un effet aussi où je reçois beaucoup de retours sur, le mental et cetera et où j'ai vraiment cette sensation, que ça bouge à ce niveau-là. Mais, pour moi, ça fait complètement sens si la PM, elle se développe. Ouais, j'ai pas tant d'arguments que ça, mais j'ai cette intuition ou cette sensation en tout cas qu'on va en entendre parler, de plus en plus. Ok. Bon, en tout cas, ce serait une bonne chose. D'ailleurs, ça me fait penser à un séminaire où je suis venue il y a Un séminaire où je suis venue, un séminaire que j'ai fait, il y a Delphine, je ne sais pas si tu vois qui c'est, elle avait travaillé avec nous, elle est venue à mon séminaire et elle est coach de gym et elle me disait, ça n'a rien à faire dans le live, je sais pas pourquoi je te dis ça maintenant, mais elle me disait qu'elle aimerait développer la PM dans son club et elle m'a dit qu'elle allait te contacter. C'est tout. Ça n'a rien à faire dans le live ce que je suis en train de dire, mais tout ça pour dire que si quelqu'un t'écrit de ma part pour développer la PM, c'est elle. OK. Et effectivement, tu vois, c'est trop cool que les gens veuillent un peu développer ça. Après, elle était sensibilisée un peu au RA, elle était venue un peu au séminaire dans le même but que toi, faire le lien un peu plus avec le mental, l'émotionnel. Donc, en tout cas, c'est cool que des gens veuillent développer un peu ça. Mmh. Et j'espère que on va parler un peu plus de l'être dans les années à venir, en tout cas. S Euh, T'as Je peux fait rajouter, juste un petit truc? attention. En fait, je pense aussi que ça va venir moi, j'ai une grosse ambition et en même temps une grosse croyance que la nouvelle, génération de coachs, en tout cas dans le milieu de la gym, je le vois, où, quand je propose des choses au ni pour les coachs, des formations, des interventions, c'est souvent la nouvelle génération de coachs qui me répondent directement et qui sont prêts à prendre les choses en main. Peut-être parce que du coup, ils évoluent dans un système où la prépa mentale a un peu plus sa place qu'au départ. Ou, alors qu'avec les entraîneurs qui entraînent depuis, peut-être 40 ans, eux, ils ont commencé sans avoir cette vision sur la préparation mentale et c'est peut-être plus, difficile de faire, intégrer ça, dans leur façon d'entraîner. Mais, cette nouvelle génération, elle a ce truc de, on veut pas faire revivre aux autres ce que nous on a vécu et ça, c'est une grosse, motivation quelque part pour faire rentrer la préparation mentale, dans le milieu de la gym et du sport tout simplement. C'est ce truc de on a vécu des choses où, nous on nous a mal entraînés, où on nous a pas bien accompagnés, on n'a pas trouvé de solution, bah, nous on veut avoir les solutions pour les gymnastes et on voit qu'il y a un truc à faire avec la PM. Mm. Mais même au niveau de la prépa physique, je te rejoins assez. J'ai l'impression que les nouveaux coachs qui arrivent là, c'est des coachs qui sont de plus en plus ouverts par rapport aux coachs qui sont coachs depuis 1990. Je connais aucun coach, alors je connais pas énormément de coachs qui ont 50, 60 ans, tu vois, mais le peu que je connaisse, il y en a aucun qui est à minima un peu à jour sur ce qui se fait actuellement. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans une ère où les gens sont de plus en plus ouverts, même au niveau de la société. On parle de polyamour, de binarité, non-binarité, machin, machin. Il y a tout ce truc LGBTQIA+. On est dans une ère où les gens sont de plus en plus ouverts. Bon, on peut en penser ce qu'on veut, c'est pas le sujet, mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que j'ai vraiment cette impression que les jeunes coachs qui arrivent, étant donné qu'ils sont plus ouverts, et ben, ils cherchent vraiment à se former, ils sont curieux et ils vont vraiment voir ce qui se passe un petit peu ailleurs. Donc, je me dis que c'est peut-être un peu l'avenir du sport qui va être meilleur parce qu'on est sur des gens qui vont être de plus en plus ouverts. Et c'est ouf parce que c'est vrai que ces vieux coachs, en tout cas plus âgés, qui sont coachs depuis les années 80, tu vois, mais c'est vrai que le peu que je connais, mais il n'y en a aucun qui a cherché à se former sur X ou Y truc. Ils ont tous leur diplôme en main et c'est tout. Et c'est des coachs qui font la même chose depuis des années et des années et des années. Et il y a des points positifs, je pense, à faire toujours le même truc, mais en tout cas, c'est des coachs qui sont absolument pas à jour. Et typiquement, ce genre de coach, tu leur parles de PM,
je pense que Hmm. ça les dépasse, mais complètement, tu vois. Donc, effectivement, je te rejoins assez sur le fait que, en fait, on a des coachs de plus en plus ouverts et peut-être que je pense que ça va évoluer dans, pas le bon sens, mais dans le sens où on va parler un peu plus d'humain dans sa globalité et pas que de l'athlète en question, tu vois. Donc, je te rejoins assez. Dis-moi, tu as fait quoi comme formation, toi, pour être PM? Bon, t'es passé par STAPS et après, tu as fait quoi comme formation? Alors, je suis passé par STAPS et en fait, il y a un peu une petite particularité là-dessus, c'est-à-dire que nous, à Lille, on a un cursus qui est où dès la licence, on a déjà des cours sur la préparation mentale. Avec le formateur dont je te parlais tout à l'heure, Yancy Dufaux, qui a inclus des créneaux de préparation mentale dès le cursus de la licence. Donc, je crois que dès la deuxième année, je crois que j'ai déjà eu des cours sur la préparation mentale. En troisième année, à l'époque, on avait encore le choix en troisième année de partir dans des cursus différents. Moi, j'avais le cursus entraînement sportif. Et là-dessus, j'ai encore eu des cours de préparation mentale. Et puis ensuite, j'ai poursuivi sur un master où le master, la première année, était dédié à la préparation mentale aussi. Donc, j'ai déjà eu un cursus bien, bien ancré sur la préparation mentale avec le STAPS. C'était pas juste un ou deux cours à gauche, à droite. C'était vraiment un cursus avec des stages, etc., de l'encadrement. Et évidemment, ça s'arrête pas là. Enfin, moi, j'estime que ça nous donne les bases et ça nous donne un peu une idée de qu'est-ce qui est possible de faire avec la PM, mais ça ne nous donne pas 100% de ce qui est possible de faire avec la PM à l'issue des cours en STAPS. Et du coup, j'ai été me former bah, sur différents endroits. Euh, il y a eu par exemple une conférence à laquelle j'ai assisté et qui pour moi a été un peu un déclic pour passer aussi du cap de ça fonctionne sur moi et j'ai envie de le faire vivre sur les autres. Ça a été une conférence à laquelle j'ai assisté en 2019 à Birmingham. C'était la plus grande conférence de gym européenne et sur laquelle il y avait l'entraîneur de Simone Biles avec laquelle on a pu échanger, avec qui on a pu poser des questions, etc., sur comment est-ce qu'elle vivait les choses et où en fait elle a évoqué le mental à cette période-là, où en fait elle nous avait dit bah, que clairement elle avait l'une des meilleures athlètes au monde en termes de capacité physique, parce que Simone Biles, clairement en termes de capacité physique, c'est juste incroyable, et que du coup bah, ça se jouait beaucoup au mental, à l'entraînement et pour les compétitions avec elle. Et là j'ai eu le déclic de me dire ok bah, si même l'entraîneur de la meilleure gymnaste mondiale en parle, c'est qu'il y a des choses à faire aussi nous au niveau des clubs en France. Donc il y a eu cette conférence-là qui a apporté un déclic en moi. Et puis après, alors dans l'ordre, je ne saurais pas te dire, mais j'ai passé des formations sur la visualisation, tu vois, des formations pratiques sur la visualisation avec Aymeric Guillot, qui est un chercheur sur la visualisation en France. J'ai passé des formations en ligne à l'école de préparation mentale de Bordeaux qui s'appelle Focus. J'ai passé aussi une formation sur tout l'accompagnement en tant qu'entraîneur et en tant que prépa mental c'était justement une formation plus tournée sur l'être et sur bâtir sa légitimité. Bâtir sa légitimité, euh, réussir à instaurer une relation de confiance avec les personnes que tu encadres, que tu accompagnes. Et ça, c'était une formation que j'ai suivie d'une prof de danse qui s'appelle Nathalie Lucas. C'était un peu comme une formation sur la durée où on se voyait plusieurs fois par mois. Et j'ai aussi suivi des formations là tout récemment avec Nathan Delacoste, qui est un préparateur mental en France aussi. Je fais partie d'un groupe de préparateurs mentaux qui sont formés par lui via son entreprise Ready to Rock. Et j'ai une sorte de mentorat en fait avec lui qui m'accompagne du coup sur la prépa mentale et aussi sur le côté business. Et je réfléchis encore à d'autres formations, mais en fait j'en ai passé beaucoup et du coup là je t'avoue que Ouais, non, non, mais c'est ce que je un te... petit peu un champ de ce que j'ai fait. T'inquiète, je te demande pas de les dire toutes, mais genre les formations que tu as faites qui t'ont été le plus utiles, tu vois. Bah, honnêtement, je pense que c'est celle que je t'ai citée. Parce que la formation sur la visualisation, tu vois, ça m'a donné vraiment les clés, enfin, les clés pratiques, mais appuyées sur les sciences, sur vraiment comment est-ce que ça fonctionne dans le cerveau, en fait. Parce que moi, j'ai un grand besoin, en tout cas, de, de m'assurer que mes outils aient un impact, tu vois,
et tant dans le cerveau que dans le fonctionnement de l'être humain avec lequel je travaille. Et tu vois, typiquement, je suis pas du genre à mettre en place des outils sans savoir quel impact ça a chez la personne et comment ça fonctionne, tu vois. J'ai besoin de savoir ce que ça provoque. Donc, ça m'a vraiment aidé sur cette partie-là. Et ensuite, la formation de Nathalie Lucas sur la légitimité et sur la relation de confiance, ça m'a vraiment apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup sur moi, en fait. Et ça m'a, comme elle disait, ça m'a redonné ma puissance personnelle. Et du coup, ouais, elle m'a permis de m'exprimer mieux. Et quand je dis exprimer, c'est tant par la communication, mais aussi exprimer mon potentiel, en fait, de coach et de préparateur mental. Et ça Hmm, m'a beaucoup aidé. ok, trop bien. En tout cas, quand t'en parles, on sent que t'es passionné par le truc et que c'est vraiment pour le coup des formations qui t'ont même aidé toi. Ouais. Euh, Est-ce que t'aurais, je sais pas si conseil c'est le mot, mais on va bientôt finir cet échange. Est-ce que pour terminer, tu aurais un conseil à donner aux coachs ou aux athlètes sur la PM? Waouh! Il y aurait tellement de choses à dire. À la fois, j'aurais du mal à le résumer en un conseil. En fait, pour moi, tout démarre de la remise en question, quelque part. Donc, j'inviterais vraiment à se questionner euh, sur scinder, en fait. Enfin, s'il y a un conseil que je peux donner, c'est d'essayer de, quand j'arrive dans des situations, d'essayer de scinder les faits de mes interprétations et des histoires que je m'en fais. Et de me questionner sur les histoires que je me fais par rapport à ces faits-là qui m'arrivent factuellement. Et pour les gymnastes, par exemple, ben oui, j'ai peut-être raté cet élément-là, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait de rater cet élément-là pour moi? Est-ce que ça renseigne que je suis nul dans mon entièreté ou est-ce que ça renseigne juste que j'ai pas mis en place les bonnes actions à ce moment-là précis? Point. Et pour les coachs, de la même manière, essayer de remettre en question les histoires qu'on peut se faire des faits qui nous arrivent à l'entraînement ou en compétition. Ok, en tout cas, bon, merci pour ce conseil. Et je voudrais juste remettre en lumière une phrase que tu as dite une ou deux fois dans cet échange et qui, moi, m'a parlé énormément. Tu as dit, je ne sais pas si je vais répéter correctement ce que tu as dit, mais en gros, tu as dit, il faut pas attendre qu'il y ait le feu pour aller voir un spécialiste. Tu vois, genre, je suis pas pompier du mental, mais préparateur. Et je trouve ce truc hyper parlant. Et bah, ça vaut pour tout. Ça vaut pour la PM, ça vaut pour la PP, ça vaut pour tout. Mais effectivement, en fait, il faut pas attendre qu'il y ait le feu. Il faut pas il faut pas attendre qu'il y ait le feu. Il faut pas attendre qu'il y ait un problème pour aller consulter, pour aller prendre un suivi avec un spécialiste en PM, en réhab, en nanana. Et ça, pour le coup, en tout cas, de ce que j'ai retenu de cet échange, si je devais retenir un truc, ce serait ça. Ce serait vraiment, il faut pas attendre qu'il y ait un problème pour aller voir une personne, un PM, genre, et c'est pas parce que tu as un problème que c'est un problème, en fait. Justement, c'est la porte d'entrée à ben, un champ des possibles énorme et à l'exploration de ton potentiel à 100%. Donc, vraiment, pour le coup, je voulais juste remettre en lumière cette phrase parce que je trouve qu'elle est hyper parlante et je trouve que les gens en général attendent trop qu'il y ait le feu et que ce soit bien enflammé plus pour se dire, ah, il faudrait peut-être aller chercher de l'eau, tu vois. Mmh. Dis-moi Arthur, on va finir cet appel. Si tu as un truc à rajouter, tu peux complètement le faire. Sinon, est-ce que tu peux nous dire, pour terminer, où est-ce que les gens peuvent te retrouver si jamais ils veulent échanger avec toi, si jamais il y a des gyms qui passent par là et qui veulent avoir accès à de l'APM, des coachs qui veulent être formés en PM, où est-ce qu'on peut te retrouver? Euh, eh bien, on peut me retrouver alors majoritairement sur Instagram. Je fais un gros, gros travail sur Insta de sensibilisation à la préparation mentale et où justement, j'essaye de faire prendre conscience peut-être des petites, comme des petites braises qu'il peut déjà y avoir, tu vois. J'essaie de faire prendre conscience de ça. Euh, et vraiment, j'ai pour ambition, et c'est ma mission, en fait, plus que l'ambition, c'est ma mission de vraiment faire bouger les choses dans la culture de la gym actuelle. Et donc, pour moi, ça passe par les réseaux, par les gyms, par les coachs qui me suivent pour amener à des comportements différents et donc faire changer toute cette culture-là. Euh,
Du coup, il y a sur Instagram, c'est arthur.pm, tout simplement. Et ensuite, le deuxième moyen de me retrouver, c'est certainement sur mon site web. C'est arthurpm.fr, tout simple. Et il y a un site dédié aux gymnastes et aux coachs. Euh, Vraiment, c'est un site dédié à la prépa mentale pour les gyms et les coachs. Et là-dessus, il y a plein d'informations dans lesquelles les gyms peuvent se retrouver, les entraîneurs aussi. Et donc là-dessus, on peut me contacter aussi. Ok. Eh bien, écoute, Arthur, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et en tout cas, même pour moi, ça a été hyper riche et ça m'a permis d'avoir une vision un peu plus établie de l'APM, tu vois. Et c'est trop cool. J'espère qu'il y a pas mal de gens qui écouteront ce podcast et qui auront une autre vision, en tout cas, de l'APM. Et je te remercie d'être venu sur cet échange. Et merci beaucoup à toi. Eh ben, merci à toutes les personnes qui nous auront écoutés. Et puis, eh ben, au revoir.